Bonsoir à tous, bonsoir à l'équipe de Jeudi des mots et bonsoir à nos spectateurs, auditeurs de la page de Jeudi des mots et d'ailleurs, qui ont eu la gentillesse de nous attendre patiemment, puisque c'est une partie de la réunion d'il y a 15 jours qui redémarre aujourd'hui. C'est une réunion spécifiquement centrée autour d'une revue, la revue Kearns, dont Patrick Joquel est le créateur et l'animateur. Et nous allons démarrer par un petit entretien avec Patrick, poète discret, animateur outre de Kearns de Jeudi des mots, et plein de projets et d'activités dont il va peut-être avoir la gentillesse de nous parler. Voilà, Patrick, à toi la parole. Est-ce que tu peux te présenter? Ah, Patrick n'a pas mis son micro, voilà. L'un des aléas, on n'entend pas, Patrick. Réactiver le son, voilà. Bonjour. Donc, moi, je vous parle de Mouansartou. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ce soir? Nous avons monté une petite association qui s'appelle Édition de la Pointe-Sarène. Alors, la Pointe-Sarène, c'est un petit village magnifique sur la petite côte au Sénégal, un endroit que j'aime beaucoup, et même si je n'y vais que très rarement. Mais voilà, ça me fait plaisir. Et dans les activités de l'association, donc, nous avons une activité éditoriale d'une revue, qui est la revue Cairn. Et le numéro 27 est sorti au mois de septembre, le voici. Et nous sommes en train de boucler le numéro 28 qui va sortir début janvier. Alors moi, j'aurais aimé te demander un petit peu pourquoi ce titre de Kearns? Je sais que c'est relié à des activités qui te sont chères. J'aimerais bien que tu nous en parles. Donc le cairn, c'est quelque chose que l'on rencontre en montagne. Alors évidemment, sur le numéro 27, c'était un cairn construit sur une plage, mais voilà, sur un numéro plus ancien. Donc quand on est en montagne, on va rencontrer ces empilements comme ça de pierres, donc qui sont donc des cairns. On va en prendre un autre. Et donc ces cairns ont plusieurs rôles. Ils servent d'une part à jalonner le chemin, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de sentier, par exemple, eh bien on peut savoir où passer en suivant des yeux ces cairns qui sont espacés de quelques mètres, 10 mètres, 20 mètres. Il suffit d'ouvrir les yeux et puis de suivre comme ça d'empilement de pierre en empilement de pierre. Donc c'est cette idée que on avance aussi dans la vie d'un poème à l'autre. Alors est-ce que le poème est vraiment un guide? C'est une question qu'on va laisser aux universitaires et aux philosophes. Mais l'idée de marcher, l'idée d'aller d'un poème à l'autre, de lire un poème après l'autre, de tourner une page après l'autre, etc. L'autre dimension du cairn, c'est une dimension plus mystique, puisqu'on va aussi retrouver ces empilements de pierres dans l'Himalaya, au Tibet en particulier, avec donc une dimension d'atteindre le ciel, de monter vers le ciel, donc une dimension de prière, de méditation. Et donc, quand on a créé la revue, on s'est dit que ce serait intéressant d'utiliser cette image du cairn, du cheminement. Et puis, au niveau esthétique, ça permettait aussi de montrer les cairns qu'on rencontre, puisqu'on s'est donné comme règle du jeu de ne pas construire un cairn pour la photo, mais de prendre en photo les cairns construits par d'autres, donc des marcheurs, des artistes dont on ne sait rien. C'est une très très belle image pour parler de ce que contient la revue. C'est aussi une image qui dit avec beaucoup de simplicité ce que des philosophes ou des universitaires diraient peut-être avec beaucoup de complications. Et là, je retrouve ton côté, ce que j'aime bien chez toi, cette simplicité dans ta façon d'écrire des poèmes, des haïkus, autour des images notamment. Et le lien avec ce qui a été probablement une grande partie de ta vie, ton activité professionnelle, qui fait que Kearns s'est orienté pour un public particulier. Est-ce que tu peux non seulement nous en parler, mais nous dire en quoi cela a eu une importance pour le format choisi, la typographie, le format de ta revue?
Donc, c'est vrai que moi, j'ai passé 40 ans de ma vie professionnelle en classe, de la maternelle au lycée, selon les époques et les endroits. Donc, comme instituteur ou bien comme instituteur remplaçant, ou encore, donc, pour les plus grandes classes en collège ou en lycée, comme prof de français. Et dans toutes ces classes-là, j'ai toujours travaillé avec les poètes, avec des poèmes. C'est quelque chose qui était fondamental dans la pédagogie. Dans ma classe, on démarrait chaque matin avec un poème au tableau, qu'on lisait ou qu'on ne lisait pas. Ça pouvait être la présence silencieuse du poème ou au contraire une présence oralisée du poème. Et donc, quand on a eu cette idée de créer une revue, on s'est dit, bon, on va comment dirais-je, l'objectif de la revue, ce serait de faire rentrer des poètes et des poèmes contemporains dans les classes. Les classes donc maternelles, primaires, collège, éventuellement lycée. Donc ça, c'était l'objectif de départ. Hein. C'est toujours un objectif. On en est au numéro 27. L'objectif n'est absolument pas atteint, puisque sur la vingtaine d'abonnés que l'on a, on doit avoir 3 ou 4 enseignants qui sont abonnés. Donc, on continue quand même. Hein. Il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir et de ne pas partager ce qu'on connaît. Mais l'objectif voilà, qui était d'atteindre les enseignants et donc d'atteindre les classes, c'est toujours, comme on dit dans le jargon pédagogique actuel, en cours d'acquisition. Hein. Et Ceci donc peut donc forcément, servir la ligne... d'appel. Hein. Excuse-moi. Ceci peut donc servir d'appel aux enseignants qui nous regardent et qui pourraient abonner leur CDI, parce que c'est aussi une revue qui nécessite un budget limité. Tout à fait, on a fait le choix d'un budget accessible aux écoles, puisque l'abonnement de 2 numéros coûte 15 €, port compris. Et quand on achète l'exemplaire au numéro, c'est 9 €. Et s'il y a un port postal, on demande une participation d'1 € au port, histoire quand même de ne pas être dans le rouge à chaque instant. Donc voilà, ça c'est un choix délibéré de notre part. Et donc on a un petit format rectangulaire qui est plus ou moins épais selon les thèmes que l'on a choisis et les poèmes que l'on reçoit et les poèmes que l'on choisit parmi ceux qu'on reçoit. Parce qu'on ne publie pas tout ce qu'on reçoit. Alors, une autre caractéristique de la revue, c'est aussi sa typographie. Je pense qu'elle a été choisie en fonction du public que vous visiez. Alors ça, c'est une question que je ne me suis pas posée personnellement. Hein. C'est Yves Artufel, donc l'éditeur de Gros Textes, qui est notre imprimeur et qui est co-éditeur de la revue, qui a donc l'habitude, puisqu'il est éditeur, de travailler ses mises en page, ses formats, etc. Et c'est lui qui a choisi la typographie que l'on voit ici et la mise en page que l'on voit ici. Moi, je lui envoie un manuscrit au kilomètre, en quelque sorte, et puis lui, ensuite, le met en place. Alors, une autre chose que je voulais te demander, c'est, ça concerne les différentes parties de ta revue. Il y a une partie très importante avec des poèmes, mais il y a aussi pour chaque poème un élément qui me semble fondamental pour motiver les enseignants à l'acquérir ou le faire acquérir au CDI, et une partie finale qui parle de livres. Est-ce que tu peux nous exposer quelques informations sur ces deux éléments? Voilà, par exemple, dans ce poème-là, donc on a sur une page donc le poème et à côté une partie grisée donc qui présente des pistes pédagogiques possibles autour de ce poème-là. Ce sont des pistes, c'est-à-dire ce ne sont pas des fiches toutes prêtes. Hein. Si je vais en prendre une autre un peu plus courte. Celui-là, on va le lire tout à l'heure. Voilà, par exemple, si on prend ce poème-là de Dominique Mans, j'espère que personne ne l'a choisi après, je ne sais plus. Eh bien, on Peu relira. importe. Que sont devenus le lapin bleu, le miroir parlant, les bottes de pluie? Où sont parties les heures d'ennui, les hontes cachées, les couleurs rêvées? Quelles traces en miettes illuminent encore ces restes de jours oubliés? Atelier proposé en dessous, donc atelier d'écriture ou atelier oral, hein, ça c'est à l'enseignant de voir. Hein.
Quel objet voudrais-tu garder toute ta vie? Mets-le dans un texte, si on écrit, évidemment. Autre piste, pensez à Lewis Carroll et à Alice au pays des merveilles. Donc, le poème peut rebondir donc, sur une activité de discussion orale ou de discussion écrite autour de l'objet totem, l'objet fétiche de l'enfant à 8 ans, à 10 ans, hein, et le partage en classe de cela, ou bien rebondir sur le livre d'Alice au pays des merveilles, sans forcément le lire en entier, mais en parler, le montrer, enfin, etc. Après, c'est à l'enseignant de faire son marché, quoi. On ne veut pas donner une fiche fermée avec petit a, petit b, etc. On donne juste des pistes. Qui mène à d'autres cairns. Alors, Voilà. la deuxième partie avec les livres, explique-moi un petit peu. Donc, en deuxième partie, on va trouver des pages beaucoup plus rébarbatives, comme celle-ci, hein. Donc, moi, j'ai l'habitude depuis longtemps, quand je lis un livre, que ce soit poésie ou roman ou conte, album, etc., et que j'aime bien le livre, de faire une petite note de lecture. Ces petites notes de lecture, de la longueur d'un paragraphe en général, en fin de mois, je les rassemble, je les envoie sur un mailing de médiateur du livre, donc bibliothécaire, poète, etc. Donc des gens que j'ai rencontrés en fait. Et je le mets aussi sur mon site. Il y a une rubrique comme ça, mes lectures. Et ces notes de lecture, ensuite, elles font leur vie. On les retrouve parfois dans d'autres revues, on les retrouve à droite, à gauche. Elles génèrent peut-être des achats. Je veux dire, je ne m'en occupe plus. Elles vont vivre leur vie tranquillement. Et pour les livres qui sont plus spécifiquement accueillis en classe, je vais aussi les mettre sur Kern à raison donc de 2 fois par an. Donc rassembler comme ça ces notes de lecture. Alors sur Kern, on ne va mettre bien sûr que les notes de lecture sur les livres de poèmes. Alors, juste les revues poétiques. Donc, il y a 3 choses intéressantes pour les éventuels enseignants intéressés. Les poèmes eux-mêmes, qui sont une super bibliothèque de poésie contemporaine. Combien de poètes publiés depuis la naissance de Kearns? Donc j'ai fait un petit décompte qui s'arrête au numéro 26 et on est quasiment à 120 poètes. Donc avec le Cairn 27, on a dépassé les 120 poètes et la revue est née en 2007. Est-ce qu'il Donc, reste des numéros des séries précédentes? alors il reste quelques numéros qui ne sont pas épuisés. Par contre, je suis en train de, petit à petit, de mettre sur mon site les anciens numéros épuisés. Donc, je dois en être au Ah, quart numéro super. 6 ou numéro 7. Et ça y restera, le temps que ça y restera, on verra, hein. Soit ça reste tout le temps, soit il y aura du renouveau aussi. Ça va dépendre aussi de la capacité du site, hein. S'il peut tout absorber, on lui laisse. Et quand il ne pourra plus, on effacera le 1, on mettra le 13 ou le 14, on verra. Et on avance. OK. Alors, tu es ici pour le numéro 27 qui parle d'enfance. Mais avant de te donner la parole sur ce numéro, est-ce que tu peux nous dire comment fonctionne l'appel à texte pour le ou les prochains? Tu dis que le prochain est en lien avec le thème du Printemps des poètes, le désir. Est-ce que l'appel à texte est terminé? Et comment ça fonctionne? Alors, l'appel à texte donc, se fait via mes mailings de poètes en copie cachée, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et donc, quand je peux récupérer comme ça des adresses de poètes, je les ajoute à ce mailing. Donc, il y a les poètes de la région PACA, puis il y a les poètes de partout ailleurs. Donc, les poètes que j'ai comme ça en mémoire sont contactés par mail au démarrage de l'appel à texte. L'appel passe 1 ou 2 fois aussi sur Facebook. Et puis après, pareil, on laisse vivre le truc tranquillement. Donc il y a des gens aussi qui le relaient. Bon, c'est toute la vie informatique qui échappe. Le numéro donc de septembre, puisqu'on fonctionne par année scolaire, hein, donc les abonnements se font aussi par année scolaire. Le numéro de septembre, c'est nous qui choisissons le thème. Et depuis plusieurs années maintenant, on cale le numéro de janvier sur le thème du Printemps des poètes. Là aussi, l'idée de base, c'était de faire rentrer dans les classes, c'est toujours, hein, de faire rentrer dans les classes des poèmes qui sont en accord avec le thème du Printemps des poètes, donc du mois de mars,
de manière à ce que l'enseignant puisse, dès le mois de janvier, s'emparer du thème, préparer le thème, jouer avec donc pour le prochain avec le désir, etc. Donc pour le désir, l'appel est clos puisqu'on vient de boucler la maquette. Il ne reste plus qu'à la relire, à recevoir peut-être un dernier bon à tirer d'un auteur. Et ensuite, je l'envoie à Yves Artufel pour qu'il puisse nous l'imprimer pour on va dire la première quinzaine de janvier. Le prochain appel à texte, donc ce sera pour un Cairn 28, il paraîtra en avril 2021 sur un thème qu'on n'a pas encore choisi. On va commencer à y réfléchir. Donc on va laisser passer le printemps des poètes. On fera l'appel à Cairn en avril et ça va durer jusque vers le 15 juin. En gros, on a en gros 5, 6, 7 semaines de battement. Hein. Le temps de recevoir les textes. On les lit au fur et à mesure et puis au fur et à mesure, on fait notre choix. Et quand l'appel est terminé, on prévient donc les auteurs s'ils sont à l'intérieur du projet ou si leur poème ne nous a pas. Alors, c'est pas que ça ne nous a pas semblé intéressant, mais qu'on n'a pas pris le poème, quoi, en quelque sorte. Hein. D'accord. Quels sont nos critères de choix? Ils sont très simples. Hein. Il y a le critère objectif, on aime ou on n'aime pas. On est deux à choisir. Hein. Et la deuxième personne, ce n'est pas un poète, mais c'est un enseignant, un jeune enseignant, donc il y a un regard différent. Et puis le deuxième critère de choix, c'est est-ce que si je suis enseignant, est-ce que a priori, donc là on est deux enseignants à émettre cette idée-là, je suis capable de me servir, d'utiliser ce poème-là dans la classe, d'une manière ou d'une autre, peu importe. Hein. Si on n'aime pas, bon, ben là, c'est cuit. Encore que, il nous est arrivé de publier des poèmes qui pouvaient fonctionner en classe à nos yeux, mais qu'on n'aimait pas. Et à l'inverse, des poèmes qu'on aimait et qui pour diverses raisons, qui étaient vraiment difficiles à intégrer dans une vie de classe, que ce soit en primaire ou en collège. Hein. Je pense en particulier, bon, sur le désir, on n'a pas trop eu ça, mais sur un thème précédent, sur l'ardeur, par exemple, on a révoqué de très beaux poèmes d'amour, parce que bon, ben, c'était des poèmes suffisamment osés pour ne pas avoir leur place dans une école. D'accord. Ou alors, on prend des risques, et ça, on n'a pas envie. Oui, non, ça va. On a assez de risques. Donc voilà, Et mois pour ce d'avril, numéro, donc, on aura du nouveau. Enfin, on aura un nouvel appel. il faut donc te suivre sur ta page ou bien éventuellement sur la page de Jeudi Démo où tu peux répercuter, transférer Oui, tout à les fait. informations concernant la revue. Ce serait bien. Oui, sur Jeudi des mots, sur Recours au poème, sur ma page Voilà. Facebook. Oui, Recours au poème qui est d'ailleurs heureuse de t'accueillir pour ta rubrique de notes de lecture Oui, sur la poésie pour la jeunesse. Alors, le numéro actuel dont nous allons parler, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez choisi le thème, d'où est né ce numéro? donc le thème, c'est l'enfant intemporel, c'est-à-dire ce funambule entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'avant. Alors pourquoi ce thème sur l'enfant intemporel? Eh bien, en 2020, les éditions de La Poène-Sarène étaient invitées par Harpo, donc le conservatoire des revues, pour faire le compte-rendu. Chaque année, Harpo organise une semaine de rencontres avec un poète. Et nous étions donc la revue qui était chargée de faire ce compte-rendu. Donc ce compte-rendu aurait été publié avec le Cairn 27 au mois de septembre. Donc, puisque nous étions sur une dynamique de un poète, c'était, je recherche son nom, j'ai un trou de mémoire là. Louis-Philippe d'Alembert, m'avais-tu dit? Voilà, c'est ça, Philippe d'Alembert, merci. Donc, puisqu'on allait parler de Philippe d'Alembert et de comment ça se passait dans les rencontres avec des classes, on s'est dit on va travailler sur le thème de l'enfance, mais quelle enfance? On ne voulait pas tomber dans le poème pour enfants, aussi avec les risques du gnangnan qu'on peut rencontrer parfois. Et on s'est dit on va travailler sur cette espèce de funambulisme entre l'adulte qu'est le poète, forcément, et son enfance. Alors, on a eu beaucoup de poèmes sur mes souvenirs d'enfance. Souvent, ce n'est pas ce qu'on cherchait.
Et puis, on a eu ces poèmes-là qui faisaient un petit peu ce va-et-vient, comme celui que j'ai lu tout à l'heure, entre l'adulte et l'enfant, cette espèce de moi intemporel, comme ça, qui traverse les saisons. Quand, avec les problèmes sanitaires et avec le confinement, les rencontres d'Arpo 2020 ont été annulées, on s'est posé la question, est-ce qu'on... Maintenant, on ne peut pas annuler la revue, puisqu'on commençait déjà à recevoir des textes, les choses étaient déjà engagées. Et donc, on dit, on maintient, et puis on verra bien par la suite. Et donc, le Cairn 28 fera, si tout va bien, le compte-rendu des Harpo 2021 avec Philippe d'Alembert. Et par contre, ça ne sera plus avec le thème de l'enfance, on trouvera autre chose. Là, voilà, il y avait un lien qui était très fort entre le numéro de la revue et puis ce compte-rendu. Cette action. Voilà, mais écoute, je pense qu'on a, à moins que tu n'aies des choses à ajouter, je Alors, pense qu'on a fait le dans ce tour. qu'on avait noté, je jette un coup d'œil sur l'écran. Éventuellement, on voulait parler de ce qu'on pouvait faire, ce que je faisais en classe ou avec Anne Jeunesse, ou dans des Oui, formations, c'est des ce que choses je comme t'avais ça. demandé au début. Parle-nous un Oui, petit peu de tes autres voilà. activités. Et sinon, on a fait le tour. Donc, moi, il m'arrive de faire des formations d'enseignants, en gros, découvrir la poésie contemporaine ou bien formation à l'écriture. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un poème en classe? Bon, je vous rassure, c'est assez rare. Hein, on ne prend pas trop de risques. Hein. Il m'arrive de faire des formations avec Lire et faire lire. Donc là, c'est ces bénévoles qui vont lire des bouquins aux enfants dans les écoles. Comment lire de la poésie, comment lire autre chose que des albums. Donc là aussi, je leur donne des pistes. La dernière qui s'est faite, c'était avec le Lire et faire lire Corse. Donc, je n'ai pas pu aller à Bastia puisqu'on était déjà en pré-confinement au mois de début octobre. Mais on a fait ça par visio. Hein. C'était à la fois une expérience intéressante pour tout le monde. Et il m'arrive aussi moi-même d'aller dans des classes, donc pareil, de la maternelle au lycée. Hein. Et donc là, j'essaye toujours de me caler sur le projet de l'enseignant. Qu'est-ce que l'enseignant, pourquoi l'enseignant m'appelle-t-il en fait? Qu'est-ce qu'il veut? Et à partir de là, on va créer une ou plusieurs rencontres qui vont tourner autour de l'histoire d'un livre, qu'est-ce que c'est qu'écrire, des ateliers d'écriture, bien sûr. Hein. Là, il y a un projet en cours avec une classe de Fénelon à Grasse, un CE2. Le thème de l'enseignant, c'est les forêts du monde. Et donc, je vais rentrer 4, 5, peut-être 6 fois dans la classe sur ce thème-là, avec des pistes d'écriture différentes, avec des livres différents, des poèmes différents, etc. J'essaye de ne pas arriver avec un truc tout fait. Après, je peux le faire aussi, hein, mais j'aime bien que ça ait du sens dans la vie de la classe, que ce ne soit Je pas pense aussi, c'est le Père Noël qui confortable pour arrive tout et le puis monde. basta. Voilà. Et avec Cannes Jeunesse, voilà, c'était le dernier point. Cannes Jeunesse, donc une association qui s'occupe des enfants et des jeunes adolescents à Cannes, enfin déjà des grands adolescents, hein, avec les clubs de voile, avec les centres de loisirs, l'été, le mercredi, l'aide aux devoirs le soir, etc. Et donc les responsables de l'association pensent que la littérature et la poésie sont fondamentales pour les enfants. Et donc depuis des années, je travaille en amont avec les animateurs, donc qui sont de jeunes adultes, donc pour les former à la poésie, à l'atelier d'écriture. Ensuite, ils travaillent avec leurs enfants, c'est pas leurs élèves, avec leurs jeunes. On est en contact, je lis les poèmes ou les textes que créent les enfants, je donne mon point de vue, etc. Je vais les rencontrer dans les maisons d'enfance de Cannes. Et bon, l'année dernière, bien sûr, ça ne s'est pas fait. Mais sinon, chaque année, au mois de mars, il y a une journée de printemps des poètes où tous ces enfants se retrouvent à la bibliothèque de Cannes, à la médiathèque de Cannes, pour partager tout ce qu'ils ont fait, pour montrer tout ce qu'ils ont créé, puisque là, la création des textes génère aussi des créations de sculptures, de peintures, d'objets, de livres, etc. Donc il y a un travail phénoménal qui est fait comme ça par cette association Cannes Jeunesse, dans le sport aussi, bien sûr, mais aussi dans tout ce qui est créatif, création. C'est vraiment très, très, très intéressant, une très belle dynamique. Il faut le souligner, Cannes, ce n'est pas que la Croisette et le Palais des Festivals.
Écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations concernant la poésie et la vivacité avec laquelle elle est malgré tout portée et défendue dans des associations, des petites revues, par des enseignants. J'espère qu'on est écouté par beaucoup de monde et que ça va susciter une marée d'abonnements et de demandes d'informations. Et on va passer à la deuxième partie de notre rencontre. Deuxième partie qui se compose elle aussi de deux parties. D'abord, nous allons lire des textes de ce numéro de 15 que tu nous as présenté. Et puis, en dernière partie, les membres de l'équipe, c'est-à-dire Franck Berthoud, Michel Thomas, Lambert Savigneux, Ariel Toniello et moi, et Nicole Narquinal, qui n'est pas là, mais pour laquelle nous avons une vidéo, nous lirons ensuite donc leur propre texte sur ce thème de l'enfance. Et le premier qui va parler, c'est Ariel, puisqu'il a choisi de nous dire le poème qui sert d'édito au numéro. Voilà, Ariel, à toi. Super. Bon, on y va. Tu attends les premiers mots, ce qui vont venir glisser sur le papier. Un texte pour le poser, cahier du jour, sur ton cairn. Petit poussé, plus ou moins rêveur, tu refuses de perdre tes poches truées dans les étoiles. Mon ombre me suit, le soleil est mon arbitre. J'ai toujours 7 ans. Oui, même à mon âge, je suis encore et toujours cet enfant solaire. Merci Ariel. C'est Franck qui va nous donner une interprétation du poème suivant, qui est un poème de Dominique Mons, je ne sais plus, j'ai mal noté le nom. Dominique Mons, puisque c'est le poème qu'a lu tout à l'heure en exemple Patrick. D'accord. Ah ben voilà, on a de la chance. On a eu une lecture, on a l'interprétation. Que sont devenus le lapin bleu, le miroir parlant, les bottes de pluie? Où sont parties les heures d'ennui, les hontes cachées, les couleurs rêvées? Quelles traces en miettes illumine ton corps, ces restes de jours oubliés. Merci Franck. C'est moi qui vais enchaîner avec un poème de Alix Herman Enriquez que j'ai choisi parce qu'il s'appelle Souvenirs d'enfance et qu'il évoque cette région où je vis maintenant et que j'aime beaucoup. Souvenirs d'enfance. Présent, passé, futur s'entremêlent pour semer la confusion dans mon rêve. Suis-je adulte ou toujours un enfant? Je ne sais plus moi-même. Dans ma tête, j'ai toujours 8 ans. Je sillonne la garrigue pour l'éternité. Des broussailles fusionnent, enflamment le paysage bariolé. La lavande me fouette le visage, parfume le rocher blanc qui me sert de promontoire, d'où je vois la mer à perte de vue. J'ai 8 ans à peine. J'aperçois un vieux pêcheur sur son voilier de fortune. Je regarde la mer, ses mouettes et ses poissons d'argent dans la clameur des cigales. Je regarde l'aube m'éblouir et le râle de la lune qui se meurt. L'orbe rose de l'aurore est comme un disque colorié dans un livre pour enfants, comme une tranche de citron trempée dans un verre d'eau
qui étanche ma soif et ma faim à l'orée de tous les matins. J'ai 8 ans et je regarde la Méditerranée. Mon œil s'est figé à l'horizon pour l'éternité. Lambert, est-ce que tu peux nous lire le texte suivant? C'est de Patrick Touzeil? C'est ça, hein. Zamac. Après les jours 100, nous retournerons à l'école et nous plongerons dans le bac à sable pour jouer aux billes. Nous bâtirons un circuit avec des plaines, des ravins et des montagnes hautes comme 3 pommes. Nous installerons les couleurs cyclistes de la fonderie Roger sur la ligne de départ et nous referons le monde. À coups de pichenettes qui font très mal aux pouces, nous encouragerons nos favoris et nous jubilerons quand le petit grimpeur, dans son costume de Zamac, décoré à la main, aux couleurs nationales, lâchera tout le monde dans la grande chartreuse. Et nous aurons bien sûr des pensées très vives pour les confinés du camion balai. Merci Lambert. Patrick, ça va être à toi? Donc un poème qu'on a reçu de Paola Pigani et qu'on a gardé. Donc, quand j'ai reçu ce poème-là et quand nous avons décidé de le garder, j'ignorais qui était Paola Pigani. Je me demande toujours comment elle a eu trace de notre appel à texte. Par contre, depuis, je l'ai lu. Sur vos traces, je suis allé à travers les arbres et les herbes folles, un pied chaussé de lichen, l'autre de pierre. J'ai glissé dans un rêve de fougères, le nez dans l'humus frais et les empreintes des lièvres. L'enfant que j'étais ne s'est pas relevé. L'enfant que j'étais a rempli sa bouche de silence vert tendre. L'enfant que j'étais a remonté jusqu'aux joues un voile de vent et de confiance. À mon réveil, vous étiez tous là, filles et garçons, visages de muscari et boutons d'or dans le pollen du futur. Très beau cette image. Merci Patrick. Et c'est Michel qui va enchaîner avec un poème de Salvatore et Sanfilippo. À toi. L'enfant qui joue avec quelques cailloux ramassés sur le chemin. L'enfant qui dessine des bonhommes sur la buée de la vitre. L'enfant qui saute dans les flaques. L'enfant qui ferme les yeux pour sentir la pluie sur son visage. L'enfant, la bouche pleine de bonbons. L'enfant qui se trémousse sur un air de musique qui pique des fous rires. Pour un oui, pour un non. L'enfant qui exprime sa joie en poussant des cris stridents. Qui fait la course avec les vélos et les autos. Le premier qui arrive au panneau a gagné. L'enfant qui voudrait que le malheur n'existe pas. Que maman et papa ne meurent jamais. L'enfant qui se demande pourquoi la guerre, pourquoi la haine. L'enfant qui voudrait voler avec les oiseaux, nager avec les poissons, parler aux castors et aux dauphins. L'enfant qui est d'Artagnan avec sa tige de noisetier, Christophe Colomb dans sa caravelle en carton. L'enfant qui affirme que plus tard, c'est sûr, il ira visiter la Lune. L'enfant qui se demande ce qu'il y a au fond de l'univers. L'enfant qui aimerait bien serrer la pince aux martiens. Il est là. Il est là qui me tire le bras, qui me prend par la main pour que je mette mes pas dans les siens. Merci Michel. On va poursuivre avec une vidéo
parce que l'équipe de Jeudi des mots, c'est pas seulement les messieurs qui sont à l'écran et moi, c'est une autre voix féminine, celle de Narkinal, qui ne peut pas encore être avec nous cette fois-ci, mais qui le sera certainement la prochaine fois. La vidéo qu'elle nous a envoyée est un poème, la lecture d'un poème de Morgane Riette. Je ne sais plus si c'est Ariel ou Franck qui partage l'écran pour qu'on puisse en profiter tous ensemble. Petite voix, je l'entends, qui dévale l'escalier et qui soudain s'arrête, haletante, essoufflée, devant ma porte et qui à présent frappe à celle-ci à coups redoublés. Je l'entends qui m'appelle aussi. Une petite voix tout près de mon oreille voudrait tant que je réponde à celle que je connais si bien que d'un pas hésitant j'avance et me ravise aussitôt et recule et feins même de ne plus rien entendre du tout. J'ai trop peur ce soir de ce qu'elle pourrait vouloir me dire, me balancer en pleine fêlure. Alors, attendre, rien d'autre à faire qu'attendre, qu'attend s'arc-bouter contre mon silence buté, elle s'épuise et renonce sa force, et puis remonte enfin l'escalier d'autrefois, tout au fond de ma gorge. Morgane Riette. Merci. Voilà, donc Franck va clore cette partie de lecture-interprétation avec un autre poème interprété à la guitare, avant que nous ne passions à la suite. Voilà, Franck, à toi le micro. Tu fais signe aux poissons, petite sirène aux longues tresses, au gris tablier d'écolière, un chat tigré sur tes genoux. Combien de mois, d'années déjà, tous les chemins sont gris d'oubli, tandis que tu reposes et rêves entre deux eaux, entre deux temps. Combien de mois, d'années déjà, tous les chemins sont gris d'oubli, tandis que tu reposes et rêves entre deux eaux, entre deux temps. Merci Franck. C'était un poème de Jacqueline Held qui vient de vous être interprété par Franck. On va donc passer à une dernière partie un peu différente de celle que l'on pratique quand on est accueilli chez Pauline, à laquelle je pense qu'on peut dédier cette transmission, puisque je trouve qu'elle nous manque beaucoup, elle et l'ambiance qu'elle réussit à créer dans son café culturel où nous nous réunissons d'habitude. Le principe, quand on est chez Pauline, c'est une heure de poésie autour d'un thème et la suite en scène ouverte. On a fait une version plus simple avec seulement l'équipe de Jeudi et c'est donc l'équipe qui va lire, exclusivement l'équipe, pardon, j'ai un chat dans la gorge, c'est épouvantable. L'équipe donc qui va vous lire des textes qui leur sont propres et qui parlent de l'enfance. On peut peut-être redémarrer comme on avait fait avec Ariel, à qui je donne la parole dès qu'il veut bien. Ok, mais je vais essayer. C'est un texte difficile. Donc, c'est un texte que j'ai traduit dernièrement parce que c'est un recueil qui s'appelle Reverse Honeymoons. Et petit à petit, je traduis grâce à Jeudi des mots. Donc, je vais quand même éteindre ma caméra jusqu'à pour la lecture. Sous l'océan, d'où se vient Milton Montero, sous l'océan, là où il bosse toute la journée, esclavage et prisonnier, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.
Chez nous, le poisson fend la pipe, les vagues sont un vrai régal. Sur la Seine, des algues marines, des coraux et des étoiles de mer sur les côtés. Des fils ondulés et bleus parcourent le sol ou sont collés au rideau dans le fond. Au centre, deux groupes. Le premier, des garçons de 6 ans déguisés en poissons et méduses. Le deuxième, des filles de 6 ans, aussi déguisées en sirènes. À l'intérieur du cercle, des filles dansent un garçon déguisé en crabe. Toi, tu vas danser à travers le cercle. Moi, je fais le cercle avec les sirènes. Je rentre, je sors, et je danse dehors, et je rentre à nouveau par derrière. Je bats mes bras à des crabes et je regarde le maire dans les chaises. Ma maman prend des photos. Elle lève sa main. Elle est contente. La maîtresse me dit avec le doigt que j'aille aussi dans l'autre cercle. Mais moi, je ne veux pas aller avec les garçons maîtresses. Elles me font peur. Les filles n'en pas. Et c'est mieux. Elles ne font pas peur. Moi, je vais danser avec les filles, c'est tout. Les filles ne sont pas comme les garçons. Les garçons sont comme mon cousin. Quand ma maman m'amène lui rendre visite, lui me prend fortement et me fait des choses. Maman, ne m'emmène plus chez la tante, s'il te plaît. On peut rester à la maison. Je ne veux pas faire de bêtises. Je vais être sage. Je regarde la télé, je suis sage. J'ai beaucoup de tantes, on peut aller chez les autres, pas celle-là. Dans cette maison-là, il y a le cousin Thomas, et lui, il me fait des choses. C'est pour ça que je ne vais pas dans le cercle des garçons qui ont des tentacules comme celui du cousin. Quand on va chez la tante dans sa chambre, on joue. Mais ça ne me plaît pas d'y aller. Lui, il sort son tentacule et le rend dur, me fait mal par derrière. Moi, je regarde le point noir du mur pendant que lui, il joue à faire des bruits comme dans le film qu'il regarde quand maman et ma tante prennent le matin ensemble. Je n'ai dansé qu'avec les filles, hein. La maîtresse s'est énervée avec moi. Et pourquoi je ne suis pas allée avec les garçons? Et moi, je n'ai rien dit. Elle avait la tête rouge de colère qu'avait mon cousin, ça fait 2 dimanches. Et je regardais, il ne disait rien, par peur. Donc, je me suis mis à pleurer. Et ma maman est venue pour demander à la maîtresse si tout allait bien. Tout va bien. On jouait. C'est tout. Arrête de pleurer, allez. Et surtout, ne dis rien à ta mère. Ou tu vas voir ce qui t'arrive. Voilà. Merci Ariel. C'est un texte dur, hein, Oui. avec beaucoup de sensibilité et d'humour. C'était pas évident. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Franck, est-ce que tu as un texte à nous lire? Non? Alors, on va donner la parole à Lambert. Infusé. Le thé infuse lentement mes pensées vagabondes. La feuille colore l'eau. Libellule se pose sur les choses, sans appesantir ni rien conclure. Le matin coule doucement, difficile de dire si je dors. Un temps si court semble infini, tant par le nombre que l'amplitude. Le singe sait que cela est trompeur. Serait-ce que le monde infuse?
Assis au bord du soleil, à l'abri d'une pluie fine, sans rien penser, je préfère infuser. Rien de ce que je vois ne me trouble. Je voudrais oublier jusqu'à la respiration. À l'intérieur du calme assis, les voix et les sandales traînantes, je perds toute envie de comparer et de compter. Les corps insensibles allègent la sensation de poids. L'air de flûte et mon contentement me font penser aux papillons, fleurs dans l'herbe près du gravier. L'oisillon a manqué de vigilance. Où est-ce qu'il s'est dérobé? Un papillon vient à se poser. Dehors, il y a des bruits et aucun drame. Les mots viennent à la bouche, se noient sous la langue, le son dans la lumière se traduit en goût et en couleur. Il y a les fruits que l'on coupe, comme maman dans la cuisine tranche la racine de gingembre. Doigts de pied remuent sous le cuir. Sur le ventre, une mouche marche à quatre pattes. Sont-ce les pensées qui agitent les arbres? Il fait chaud. Faire un bouquet, une araignée, puis la libellule. Quel est le bon ton pour parler d'un arbre sans écraser l'herbe buvant à sa source? Le saule, les branchages se prennent pour le tronc. La rivière passe à mes pieds, dans le jardin passe une espèce inconnue. Je me penche sur le râteau, abstinent. Voilà. Merci Lambert, merci beaucoup. Une belle évocation. La parole, c'est à Patrick s'il a un texte à nous dire. Aurore immobile, ou du moins pourrait-on le croire. Aucun frémissement dans les bambous. La goutte de rosée suspend la pesanteur au bout de chaque feuille. Petit œil translucide et joueur. Pas un chuchotis dans le chêne. Rien. Sauf le merle, ici, sur le sol, la mésange dans l'orme, picore, et à chacun de ses mouvements déclenche une pluie de feuilles jaunes. Je reste à les regarder tomber, silence et lumière. Un vol de pigeons, un éclat de goéland, rien d'immobile ici ce matin. Juste la tranquillité de l'aurore et de ses entrées maritimes. Je marche à pas légers jusqu'au boulanger. Quelques mots au sourire, 2 pains au chocolat, une banette, j'en croque un quignon chaud, et retour par une autre rue et d'autres arbres. Je suis un marcheur en ce monde, aussi vaste ou réduit soit-il. Marcher m'ancre à la terre, comme ce pain géant que je n'avais vraiment jamais salué. Comme les chênes du cheminement, comme ces herbes entre goudron et muret, je marche. Et soyons fous, je marche et le monde tient debout. J'aime beaucoup la chute. Merci Patrick. C'est Michel qui prend la suite. Michel, à toi. Dans le ciel, un oiseau pleure. Il a perdu des plumes. Il plane, mélancolique. Que reste-t-il de mes plumes? Un tourbillon de pluie. Sur une branche, un paresseux. Il regarde des plumes tomber. Tourbillon chatoyant, pluie virevoltante, magie et féerie. Il voudra devenir artiste. Un enfant marche. Il tient un bouquet de ballons. Des plumes tombées du ciel piquent les ballons, puis se plantent au sol. L'enfant pleure, sèche ses larmes,
ramasse les plumes, s'en fait une paire d'ailes, puis s'envole. Merci, merci. C'est très beau cet envol poétique de l'enfance. Eh bien, ça fait la transition avec ce que moi je voulais proposer, qui est une vidéo. J'ai choisi de ne pas la relire, la poésie que je vous donne, parce que elle accompagne une création d'une amie artiste de la région, Michel Gross, qui m'avait proposé l'attelage d'un atlas et d'un éventail qui cadrait avec ce que j'étais en train d'écrire, le poème du début de Mémoire vive des replis. Et donc, j'en ai fait un montage vidéo dans lequel Michel présente différentes étapes de son objet livre. Et j'ai accompagné ma lecture d'une musique d'Alan Stivell. Voilà, si Franck peut nous envoyer la vidéo, c'est le poème de clôture de notre soirée. Les plis des dunes en éventail déploient le Sahara de mon enfance, battu de vent et de nuages au bout du monde, quelque part entre les plages de 800 et le port de Dunkerque. Le sable de la dune voile ma carte d'amnésie et mes pas d'aujourd'hui s'enchaînent à ceux d'autrefois. La carte parfois affleure avec sa chaleur africaine et ses cris de fennec, posant l'image des grues dressées au loin sur la jetée, les cabines de plage sous la pluie de septembre et le sable mouillé des dunes où l'on se perd très loin au bout du monde. Les mots crissent comme le sable dans l'infini du sablier que je renverse en ma mémoire où bat l'aile de l'éventail et mes souvenirs qui s'envolent à l'horizon du goéland. Voilà, on arrive à la fin, on est dans les temps, on a été performant. Le prochain, je ne sais pas quand on le fait, dans une semaine, dans 15 jours, le temps de préparer. Je ne sais pas encore quel sera le thème. On a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore et beaucoup de livres à vous présenter, notamment un livre publié par Franck que j'ai traduit moi-même, qui sera peut-être le prochain, ou bien. En tout cas, on vous donne rendez-vous à 18h30, date à préciser sur la page de Jeudi des mots et sur nos pages respectives. On vous salue tous et on vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt.